Prochain arrêt, Binge Audio. Ah ben mon premier souvenir en détention, c'est très facile, hein. C'est quand je suis arrivé à la maison d'arrêt, c'est les filets. Mais à l'époque, c'était en 83. Les filets de sécurité. Oui. En 83, on n'avait pas beaucoup d'images, enfin, pas comme maintenant des images de la prison, comme on voit dans les films maintenant, on en voit plein d'images. On a plein de représentations de la prison. À l'époque, on en avait moins. Enfin, moi, en tous les cas, j'en avais pas vraiment. Donc tu es arrivé sans trop savoir. Je suis arrivé là, et ça, et les odeurs. L'odeur qu'il y avait en rentrant dans la prison, une odeur particulière, qui est assez difficile à décrire, mais il y avait une odeur particulière et le filet. Et je me suis dit, oh là là. Et comme j'étais maître auxiliaire, j'avais été nommé, on m'avait dit, tiens, vous allez à la prison. J'étais nommé dans un collège et il y avait un poste pour la prison. J'ai appelé le principal du collège. Il me dit, ah non, mais tu travailles pas au collège, hein, tu vas à la prison directement. J'avais l'impression d'être au Monopoly, et vous allez à la prison directement, vous passez pas par la case départ. Et quand je suis arrivé, j'ai vu ce grand couloir avec le filet, les odeurs, il faisait beau, il y a le soleil qui donnait un petit peu. Et j'ai dit, waouh, je ne vais pas pouvoir rester ici. Et finalement, tu es resté 38 ans. Bienvenue dans ce deuxième volet de Parler comme jamais sur les paroles de détention, pendant lequel on va parler de l'école, du métier d'enseignante ou d'enseignant en prison. L'enseignement en prison est officiellement un droit fondamental. Dans les textes de loi, il est présenté comme un élément essentiel du parcours de peine et de la préparation du projet de sortie. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Une enquête réalisée par l'administration pénitentiaire en 2017 a montré qu'un cinquième seulement de la population carcérale était scolarisée. Pas surprenant quand on sait qu'il n'y a qu'un enseignant ou une enseignante pour 130 personnes détenues. Et pourtant, la langue de l'école, la langue de l'oral et surtout de l'écrit scolaire, qui est une langue avec des codes particuliers, une langue de plus en plus numérique aussi, est une langue quasi étrangère pour beaucoup de personnes détenues. Un quart de la population carcérale est illettrée, près de la moitié n'a aucun diplôme, seuls 9% ont un diplôme équivalent ou supérieur au baccalauréat. Et il n'y a pas de réel accès à Internet en prison. Je cite les chiffres de l'Observatoire international des prisons, vous pourrez trouver les sources exactes sur le site de Binge. Alors, dans ces conditions, l'école en prison, comment ça se passe ? Comment fait-on quand des arrivants ne sont pas francophones ? Qu'est-ce qu'on enseigne ? À qui ? Comment ? Parler comme jamais en pratique, enseigner en prison, c'est maintenant. On me demande souvent ce que c'est d'enseigner en prison parce que ça fait une dizaine d'années, avec des pauses au milieu, que j'y interviens régulièrement. Mais mon métier principal, c'est d'être enseignante-chercheuse à l'université et à côté, je suis vacataire en détention. Donc pour cet épisode, on va plutôt laisser la parole à des gens dont c'est le métier principal, à mes collègues. Celui que vous avez entendu au tout début de l'émission, c'est Pascal Raymond, responsable local d'enseignement, directeur du pôle scolaire au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, qui a vécu cette année sa 38e rentrée en détention. On va parler d'enseignement avec lui et avec Claire Langlois, agent pénitentiaire qui travaille au service scolaire depuis 10 ans. Quand vous êtes prof en prison, vous devez vous adapter aux besoins des détenus et des pôles scolaires. Moi, par exemple, j'ai donné des cours équivalents CAP, équivalent bac, niveau études supérieures, en français, en sciences du langage, en histoire-géographie, en éducation civique, en philosophie, et j'ai aussi donné un peu de FLE, français langue étrangère, et aussi de la culture générale, des ateliers de lecture, d'écriture. Pascal Raymond nous parle de l'importance de cette adaptabilité. Il faut être capable, normalement, de répondre à toutes les demandes. C'est là où, moi, je pense qu'il faut quand même un profil particulier. Pour enseigner en prison, il faut être d'abord extrêmement disponible et puis il faut être capable de s'adapter à toutes les demandes qu'on peut recevoir. Donc de l'alphabétisation et du français langue étrangère, qui est vraiment l'apprentissage de la langue, soit pour les francophones, je dirais, et puis le FLE quand c'est des non-francophones. Donc de l'apprentissage du français jusqu'aux gens qui vont s'inscrire en études supérieures. Ce qu'on peut plus facilement faire en prison, c'est les parcours de lettres, de droit. Et la comptabilité aussi, nous on a des études de comptabilité ici.
Et il faut être capable de répondre à toutes les demandes. Ça ne veut pas dire qu'on va être prof de compta, prof de droit, prof de linguistique, mais il faut quand même être capable d'accompagner, peut-être de donner de la méthode, parce que souvent, nous, on a ici beaucoup de DAU, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est le diplôme d'aptitude universitaire, c'est le bac qu'on passe un peu pour les gens qui sont en formation continue, qui veulent être dans la reprise d'études. Et le DAU, ça reste, on essaie, nous, on a une vraie préparation au DAU, on essaie de les préparer en les orientant un petit peu sur de l'autonomie, pour qu'ils puissent éventuellement après faire des études supérieures, parce que la marche est quand même assez importante entre le DAU et l'inscription à la fac, c'est quand même complètement différent, et il y a beaucoup de difficultés de passer de l'un à l'autre quand même. J'ai demandé à Pascal Raymond et à Claire Langlois les raisons pour lesquelles les détenus venaient à l'école et les missions, selon elles, selon lui, de l'école vis-à-vis des détenus. Bon, souvent, un des premiers motifs, c'est venir à l'école, c'est s'occuper et puis pouvoir bénéficier de remise de peine. C'est montrer que pendant sa détention, on a fait quelque chose, on a œuvré pour sa réinsertion. Et l'école fait partie des critères qui rentrent dans l'évaluation pour les remises de peine. Bon. Donc même si c'est pas obligatoire, c'est fortement conseillé pour avoir des remises de peine. C'est obligatoire pour les mineurs, nous on n'a pas de mineurs, mais c'est pas du tout obligatoire. Mais c'est vrai que, je dirais, la première motivation pour moi c'est ça. La seconde motivation, c'est pas s'occuper, mais s'occuper, mais en même temps s'enrichir en s'occupant. Enfin, s'occuper en s'enrichissant ou s'enrichir en s'occupant. Ce serait pour moi le deuxième. Et puis il y a une motivation qu'on retrouve surtout sur les niveaux, je dirais jusqu'au niveau du brevet. Ça intéresse les parents pour leurs enfants. De pas être, d'être toujours un peu au-dessus. Et ça, et de pouvoir les accompagner peut-être dans leurs études. De les accompagner, puis qu'à un moment, de pouvoir aider son enfant dans son parcours scolaire. Ça, c'est un truc qui revient assez souvent. C'est vrai que ça fait des liens des fois avec la famille. Là, une détenue me disait je vais passer mon DAU cette année, finalement, comme ma petite sœur qui a 10 ans de moins. Voilà. Ce genre de choses. Et il y a les parents qui disent mon gamin, il est en 6e, 5e, mais je comprends rien. Je veux pas l'aider, je comprends rien. Et donc, si moi-même, je suis ces cours-là, ou les cours un peu au-dessus... Voilà, c'est une motivation. Et... ici, quand même, Pardon, vas-y, oui. Non, puis je disais, il y a quand même aussi obtenir un diplôme. Oui, pourquoi c'est important d'obtenir un diplôme pour les personnes détenues, souvent ? Parce que c'est une fierté. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas pu avoir ou qu'ils ont abandonné. Et c'est vrai que le diplôme, c'est important. Sur les missions de l'école, Pascal me disait que vous devez au départ préparer à des diplômes. Vous êtes même évalué sur ça. Sur quoi ? Sur les réussites au diplôme ? Sur les préparations au diplôme ? Sur le nombre d'inscrits ? Sur un peu de tout ça ? Alors on est évalué, je sais pas si on est évalué, mais oui, on doit quand même proposer une formation, entre guillemets, qualifiante. Donc effectivement... on donne les chiffres de nos combien on a inscrit de personnes, combien ont été présents à l'examen, combien ont réussi. Les premiers besoins des détenus, c'est généralement l'enseignement du français, l'alphabétisation ou les connaissances de base en lecture, en écriture. Mais aussi tout simplement l'échange, qui passe d'abord par l'oral. Quand des gens sont en cellule 23 heures sur 24, ils ont envie d'apprendre, mais surtout envie et besoin de débattre, d'échanger, de rencontrer. L'école en prison, c'est d'abord ça, maintenir un échange, un dialogue avec quelqu'un de l'extérieur, qui représente certes une institution, l'école, mais pas la même institution que l'institution carcérale, et d'ailleurs c'est signalé par nos vêtements puisque nous ne sommes pas en uniforme. On essaie de maintenir l'échange, avec nous, entre les détenus, par la parole, par les regards, par les gestes, par toutes sortes d'activités. Justement, ce qui m'a frappé, particulièrement au pôle scolaire d'Orléans-Saran, c'est la volonté de ne pas se limiter à des cours, mais de prendre en charge aussi des activités culturelles. Claire et Pascal m'ont ainsi parlé d'un projet d'une association, la Fabrique Opéra Val-de-Loire, un projet de spectacle, mais aussi d'échange par la musique, autour de la musique. La Fabrique Opéra, c'est une association qui veut rendre l'opéra un peu plus populaire, le sortir un petit peu de son côté intello-bourgeois.
Et donc vous avez organisé une répétition générale? Alors la Fabrique Opéra existe sur Orléans. C'est quand ils sont arrivés sur Orléans, que l'association s'est montée sur Orléans, ils voulaient monter Carmen. Ils montaient Carmen et ils le jouent pendant 3 soirs au Zénith, pour le rendre populaire. Et en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer le chef d'orchestre, qui était tout à fait d'accord de venir parler de l'opéra en prison. Donc en fait, au départ, il est venu parler de l'opéra. Après, il est venu avec une formation réduite pour leur montrer un peu. Il leur expliquait les thèmes de Carmen, qu'est-ce que c'était qu'un opéra, comment, pourquoi il y avait telle musique sur telle scène, qu'est-ce que ça évoquait. Et ça a bien plu à tout le monde. Et puis la suite, ça a été que l'orchestre entier vienne faire une répétition ici. Donc, devant les l'orchestre entier est venu dans le gymnase, là, le gymnase qui est à côté là, de nous quand on parle, là, où il y a les machines et tout. Ils sont allés là-dedans et ils ont fait une répétition générale. Musiciens. D'accord. Avec les timbales, les harpes, tout. C'est pour ça, quand je dis faire rentrer l'orchestre ici, c'était quelque chose de phénoménal, je trouve. J'imagine déjà la vérification, ensuite, le temps de vérification des instruments. Ça a dû vous prendre du temps, hein? Oui. Et je me souviens, l'année suivante, je ne sais plus quel opéra on avait monté, ils avaient monté, et j'ai accompagné quelqu'un qui était un gars qui venait chez nous en cours d'alphabétisation, donc il savait ni lire ni écrire, et qui me dit Pascal, moi je serais jamais venu voir un truc comme ça, mais il dit finalement c'est vachement bien. Et c'est assez étonnant, je trouve que là, la Fabrique Opéra avait bien rempli son rôle. Et justement, comment ça s'est passé pour que quelqu'un vienne parler de l'opéra et faire entendre un opéra? Comment ça a été reçu? Est-ce que la discussion se faisait, la communication se faisait? C'est vrai que le chef qui venait faire ça était très très passionné par ce qu'il faisait, très communicatif, et effectivement, il savait capter tout le monde, en fait. Je crois que la clé, elle est là, en fait, quand on aime ce qu'on fait et quand on passionne les gens, de toute façon. Et pour nous, c'est pareil. Est-ce qu'il y en avait qui avaient envie de faire de l'opéra après? Non, mais il y a eu un échange quand ils sont venus répéter. On avait prévu un temps d'échange entre les musiciens, et je crois qu'on avait une 40aine de détenus qui pouvaient assister, parce qu'après on peut pas en mettre plus, je crois. Et il y a eu un temps d'échange avec les musiciens. Il y en a qui ont essayé de les instruments. Il y en a, non, c'était très intéressant. Je pense qu'il y a une volonté d'ouvrir les personnes qui ont dans leur vie de manière générale. Alors, c'est dur de pas tomber dans les clichés quand on va dire ça, même, qui n'ont pas eu accès à une ouverture culturelle. C'est-à-dire, il y a eu tout le travail fait avec la Fabrique Opéra, dont le but était quand même, de manière générale, pas que sur le public incarcéré, mais sur beaucoup de publics de manière générale, de faire découvrir ce que c'est l'opéra, tout simplement. Et pourquoi c'est important de faire découvrir ce que c'est l'opéra? Il y a des gens qui pourraient vous dire vous perdez votre temps, c'est pas ça qui va les aider à se réinsérer. Oui, on peut vivre sans savoir ce qu'est un opéra. On peut vivre très bien, gagner sa vie, être heureux sans savoir ce qu'est un opéra, ni sans avoir de culture générale. Moi, je pense que c'est mon avis. On n'en a jamais trop discuté d'ailleurs avec Pascal. Moi, ça fait 10 ans que vous travaillez ensemble et c'est moi qui arrive et qui pose la question. On en a sûrement discuté, mais là, comme ça, les discussions ne me reviennent pas. Mais moi, je pense que c'est surtout de montrer à des gens il y a d'autres choses possibles dans la vie. Après, voilà. Le but n'est pas de dire faut que vous sachiez tout sur l'opéra et que vous alliez absolument à votre sortie voir un opéra, mais sachez juste ce qu'est un opéra, pourquoi un jour il y a eu des opéras et ce que disent les opéras, et essayer de créer des liens et des ponts entre toutes les cultures, toutes les formes d'écriture, toutes les formes de musique, etc., etc. Juste de dire voilà, ça existe et ça dit ça. Et juste, ça existe, voilà, maintenant vous le saurez, quoi. On est revenu avec Claire Langlois sur son travail spécifique de présentation de l'école aux quartiers arrivants quand les personnes arrivent en détention. Comment échanger dans de telles conditions? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir au quartier arrivant des personnes qui ne parlent pas du tout français et dont vous-même, vous ne maîtrisiez pas du tout la langue et vous ne savez pas comment interagir, comment faire? Ça arrive souvent. Souvent? Oui. Bah oui, il y a quand même... alors, j'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est quand même... Si, au niveau national, je crois que c'est entre 8 et 10% de population qu'on appelle non francophones qui sont incarcérés en France, dans la population pénale. Comment vous faites quand vous n'avez... Il y a les traductions des papiers arrivants Alors, il y a des guides arrivants qui sont traduits dans X langues. Là, j'ai pas toutes les langues qui sont... Enfin, j'ai pas les traductions ici, mais il y en a quand même beaucoup.
Après, moi, dans le cadre de l'entretien arrivant, je dessine. Ah, c'est vrai. Je dessine, c'est un grand mot, je fais des petits schémas. Ouais, parce que comment tu fais quand vous n'avez pas la même langue en commun? Comment on fait? Je me présente déjà, moi. J'essaye de faire des gestes. Donc, prénom, ils comprennent assez vite, donc ils me donnent leur nom, leur prénom. Le métier, c'est rare, ça arrive, mais c'est rare qu'on ait quelqu'un qui n'ait pas un petit lexique quand même. Donc, qui maîtrise quand même quelques noms. Enfin, quelques mots, pardon. Donc, professeur ou école, ça passe assez bien. Donc ça, j'arrive à me faire comprendre. Après, quand je dois arriver sur leur parcours scolaire, leur date de naissance et le fait qu'ils sont mariés ou pas, je fais un schéma et je leur dis, je leur montre, ça c'est moi. Donc je leur dis, ça c'est moi, je suis née, je leur mets une fausse année de naissance et je leur montre mon âge à la fin et je leur dis, ça c'est moi. Et là, ils comprennent tout de suite. Donc là, ils me disent leur date de naissance. Alors soit ils prennent le stylo, ils écrivent, soit ils arrivent à me le dire en français. Et puis après, on arrive à communiquer comme ça. Donc après, ils tracent sur leur ligne de vie, par exemple, à quel âge ils ont commencé leurs études, à quel âge ils ont terminé. S'ils ont eu un diplôme, les gestes, alors là, ça se voit pas, mais je fais un rectangle et ils comprennent assez bien. S'ils sont mariés, s'ils ont des enfants, ils comprennent assez vite, assez bien. Donc moi, j'ai des questions. Tu dessines, tu mimes aussi ou pas? Ouais, je montre. Là, pour les enfants, je leur montre. Là, tu es en train de faire un geste avec la main en oui, bas. Voilà. Et ils comprennent assez bien. Mais après, moi, je suis dans ce cas-là, je suis sur un entretien assez simple. On parle leur âge, est-ce qu'ils sont mariés, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école et est-ce qu'ils veulent venir à l'école ici, et puis c'est tout, quoi. Je peux pas aller plus loin, effectivement, de toute façon. Et est-ce que tu as d'autres situations de difficultés de communication, des personnes qui sont trop mal pour parler? Oui, bien sûr. Oui. Au quartier arrivant, moi, je les vois en général le lendemain ou surlendemain de leur incarcération. Il y en a donc beaucoup qui sont aussi passés par la case garde à vue. La case garde à vue, ça dure 2 ou 3 jours. Donc en fait, ça veut dire que ça fait 4-5 jours que le couperet est tombé et que la garde à vue, c'est compliqué. Enfin, c'est sous pression. Il n'y a pas forcément... je sais même pas comment ça se passe, mais souvent, je comprends que c'est compliqué et que c'est dur. Donc il y a 2 cas de figure. Soit ils sont contents. C'est un petit soulagement d'arriver en détention parce que, mine de rien, il y a une douche, il y a des repas qui sont délivrés, les surveillants sont quand même bienveillants, etc. Donc voilà. Soit aussi, c'est quand même un gros traumatisme d'être incarcéré. Là, la vie s'arrête d'un coup, c'est un couperet qui tombe, ils ont l'impression que leur vie va s'arrêter là, que tout est foutu, et donc effectivement, moi... Comment on arrive en disant bonjour, c'est l'école, est-ce que vous voulez faire des cours? Alors non, du coup, de toute façon, assez vite, on sent si une personne est disposée ou pas à écouter ce qu'on dit. Moi, si je vois qu'une personne n'est pas bien, je parle pas de l'école, je vais lui demander comment elle va. Si la personne accepte de m'en parler, je parle un peu de ça. Enfin, je l'écoute. Je parle un peu avec elle de son état. Je lui dis que le quartier arrivant, c'est, outre le fait que c'est le premier pas dans la prison, c'est aussi un lieu où ils peuvent rencontrer des professionnels, éventuellement, si vraiment ils ont une crise d'angoisse, s'ils ont des idées suicidaires, etc. Voilà. Et si après tout ça, la personne est disposée, là, je fais mon entretien. Et sinon, je fais pas d'entretien, tout court. Mais ça, en fait, ça montre aussi que quand on est enseignant en prison, on doit s'adapter aussi, plus ou moins, mais on doit quand même s'adapter aux situations, aux états des personnes détenues, et qu'on peut pas faire abstraction de la prison et des fois des effets que la prison fait sur les gens. Comment tu traces la limite entre mon rôle c'est ça, ma mission c'est ça, je dois parler de ça dans ce cadre-là, et des moments où on en sort de ce cadre-là, mais en même temps notre métier c'est pas d'être psy par exemple. Donc comment tu penses qu'il faut gérer ça? Faut le savoir, faut le prendre en compte. C'est-à-dire nous par exemple, on va avoir des élèves qu'on suit plusieurs mois. Tout se passe bien, ils sont assidus, ils sont impliqués, et puis pouf, d'un coup on les perd. Donc on essaye de savoir ce qui se passe. Donc soit est-ce qu'il y a un problème familial? Est-ce qu'il y a le procès qui est en train d'avoir lieu? Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a le procès? Est-ce qu'ils ont eu une mauvaise nouvelle au niveau juridique qui fait que du coup ils sont démotivés de tout parce qu'ils ont l'impression que tout ce qu'ils ont mis en place depuis des mois, ça sert à rien puisque finalement ils n'ont pas eu les remises de peine auxquelles ils pensaient avoir droit.
Du coup, dans ces cas-là, on va les voir, on essaye de discuter avec eux. Après, s'ils veulent pas, tant pis. Après, moi, dans ces cas-là, quand par exemple, si j'ai un élève qui vient plus et que je le croise et qui me dit qu'il va pas bien, je vais le signaler à son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Et si vraiment la personne ne va pas bien, de toute façon, il y a des professionnels qui vont prendre le relais sur la question psy, etc. Donc c'est clair que nous, on n'est pas du tout psy. Après, on peut écouter les gens. Il faut quand même savoir écouter. Ici, ça c'est très important. Mais après, on passe le relais aux professionnels qui sont là après pour intervenir sur d'autres champs qui ne sont pas les nôtres. Et c'est marrant, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout abordé là, avec personne là, pour l'instant pendant les entretiens. La question qu'on nous pose tout le temps quand on dit qu'on est enseignant en prison, c'est tu sais pourquoi ils sont là. Et il y a la situation où normalement, enfin en tout cas moi je devrais pas savoir, mais toi si tu l'étais au quartier arrivant, tu as tout le dossier, donc tu le sais de toute façon. Non. Ah non. Non, alors moi je peux savoir pourquoi ils sont là, mais je regarde pas forcément. Comment toi tu gères cette question-là qui va gêner les gens à l'extérieur? Est-ce que tu donnes cours à... Parce que nous, le principe au pôle scolaire, c'est qu'on donne cours à toute personne qui le demande, sauf si on pense que la mettre dans le centre, dans le pôle scolaire, créerait un danger fort pour les intervenants ou pour les autres détenus. On est d'accord, c'est ça le principe. Alors moi, je gère, soit les personnes sont en attente de jugement, donc il y a un travail d'instruction qui est mené, donc, et c'est déjà arrivé, il y a des personnes qui sont libérées ou non accusées en tout cas. Donc on n'est pas là pour juger quelqu'un qui n'est pas encore jugé par l'institution officielle. Et pour ceux qui sont jugés, ils ont déjà été jugés, donc on va peut-être pas en rajouter une couche. Donc après, je suis pas là à dire que je suis complètement insensible à certaines affaires, bien sûr que non, mais... T'arrives quand même à maintenir ce principe de... Oui. J'ai jamais été dans une position de juger les autres. Je les excuse pas non plus, hein. C'est pas du tout la question, mais voilà, c'est comme ça, donc voilà. Je suis pas insensible à certaines choses, hein. Après, nous, c'est toujours la question quand on est il y a affaire et affaire. On peut très bien parler là actuellement des violences conjugales parce que c'est très médiatique. Après, on sait très bien qu'il y a derrière une fiche pénale où c'est la même appellation, il y a 3, 4, 5 histoires différentes et que le contexte n'est pas du tout le même et que les personnes qui sont là pour ça, par exemple, vont avoir une approche très différente des faits qu'elles ont commis ou pas, etc. Et donc nous, en face, on a les personnes, on n'a pas les affaires. Et donc après, comment dire, enfin, sans tomber dans le fait qu'on devient, entre guillemets, proche d'une personne, c'est pas le cas, mais... On voit aussi la personne derrière l'affaire et c'est quand même très différent. Je dis pas que du coup ça permet d'excuser ou de... C'est pas la question. Tu l'as bien dit. Mais d'accord. Et du coup, pour certaines affaires, alors je parle pour des affaires plus simples, hein, mais on a aussi les parcours de vie et sans excuser. Honnêtement, pour certaines, effectivement, il y a certaines personnes, on se demande... C'est quasi obligé qu'elles terminent en prison. Enfin, il y a des parcours de vie qui sont catastrophiques. J'ai vu des filles à Rennes qui étaient nées en prison, ça m'avait bien marqué ça. Donc, au bout d'un moment, moi, c'est pour rejoindre aussi ta question de non, c'est pas des petits chéris, mais je pense qu'il y a vraiment, pour moi, une urgence à comprendre vraiment les mécanismes qui font que il y a des personnes qui quelque part presque ne vont pas avoir d'autre choix pour eux, hein, dans leur esprit, que de commettre une infraction pour s'en sortir dans la vie, ou qui n'ont pas les codes pour se dire j'ai d'autres solutions, en fait, ou qui n'ont pas été, je sais pas, on leur a pas dit si c'est possible. Et du coup, d'un point de vue pragmatique, je pense que ça, c'est très important si on veut aussi lutter contre la récidive. Et pour revenir à cette question de l'indifférence au passé pénal ou au présent pénal des personnes détenues, qu'est-ce que vous répondriez, Pascal et toi, si vous avez des profs là au centre scolaire qui vous disent « Ah ben non, machin, moi je connais son affaire, que ce soit à cause des faits divers ou ça, quelqu'un qui a fait ça, je peux pas. » Alors c'est jamais arrivé. Si c'est le cas, j'aurais tendance à dire que... Alors je sais pas ce qu'on ferait, je pense qu'on en discuterait avec la personne et qu'on prendrait des décisions en fonction des discussions. Après, j'aurais tendance à dire si quelqu'un ressent ça, effectivement, elle pourra pas enseigner en prison. Tout simplement. Parce que, effectivement, s'il y a un malaise ou une gêne, de toute façon, elle ne sera pas à l'aise avec les personnes détenues, donc ça va se ressentir tout de suite, donc ça capotera. Tout simplement. Oui, et puis c'est cette affaire-là, puis ça en sera une autre, et puis ça en non, sera mais c'est ça, de toute façon,
voilà, faut réussir à faire abstraction, sinon on met pas un pied en prison, c'est pas possible. Oui, et puis c'est comme ce que tu disais, derrière le même titre de l'affaire, il peut y avoir ça n'a rien des à voir, choses complètement différentes. Il n'y a pas que les faits, il y a l'attitude de la personne parmi les faits par rapport aux faits qu'elle a commis aussi. Il y a l'histoire de la personne, il y a beaucoup trop de paramètres. Il y a les conséquences des actions, en fait. On ne peut pas commencer à mettre le nez dedans. Et puis, en plus, qu'est-ce qu'on aura? Nous, on n'aura qu'un bout de l'histoire. On n'a pas été au procès. On n'a qu'un bout de l'histoire. Et moi, je ne suis pas juge. Hein. Donc, ce travail-là est fait par d'autres personnes. Donc... Dernière question, qu'est-ce qu'il faudrait faire, tu penses, toi, pour améliorer l'enseignement en prison? Est-ce qu'il faudrait quelque chose de spécial? Je sais pas, peut-être Internet, vu que nous, on galère, mais c'est peut-être plus à cause des études sup. Mais toi, à quoi tu penses? Qu'est-ce qui te frustre, par exemple, quand tu vas à ton travail en mode « s'il y avait ça ou si on avait ça, ça irait quand même beaucoup mieux ». Alors, je sais pas, je pense que ce que je vais répondre, c'est pas que pour l'école. On peut toujours dire, oui, il faut Internet, il faut plus de moyens, il faut plus de profs, il faut plus d'heures. Allez, éventuellement, plus de salles de cours. On dira pas non. Non, mais voilà, on dira jamais non. Après, je pense que la question est vraiment, de manière générale, pour tous les métiers en prison, sur le sens de la peine et sur les peines en soi. C'est-à-dire, est-ce qu'on va aider quelqu'un si on l'incarcère 3 mois ? Nous, en 3 mois, clairement, on ne le voit pas à l'école, c'est pas possible. On a des listes d'attente de 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois, selon les périodes de l'année, selon les cours, etc. Donc 3 mois, moi je vais le voir au quartier arrivant et terminé. Ouais, le temps que tu puisses lui répondre pour lui dire d'aller à l'école, il sera sorti, quoi. Bah oui, de toute façon, il va écrire, il va être en liste d'attente. Et puis, quand nous, on va l'appeler, il sera sorti depuis 1 mois. Oui, donc pour se poser la question de l'école, il faut se poser la question du sens de la peine. Du sens de la peine et des incarcérations. Après, moi, je suis la première, des fois, à râler quand je vois 20 arrivants dans la semaine et qu'il y en a 15 qui ont des peines de 6 mois à 1 an. On se dit, on peut rien faire, nous. On peut rien faire. Si, on arrive toujours à faire quelque chose. On fait passer le code de la route, on fait passer un examen. Bon, oui, on arrive toujours, des fois, à faire quelque chose, mais... C'est ce que je te disais pour le CAP. Je les ai vus 4 fois en 1 mois. Alors, c'était exceptionnel. Des fois, normalement, on les voit plus longtemps. Mais voilà, on peut travailler bien sur du temps long. Mais ça, je trouve que c'est un paradoxe de l'école parce qu'on nous dit que ça devrait aider à la réinsertion. Peut-être particulièrement pour les petites peines qui vont vite ressortir. Et au fait, les seuls moments où on a l'impression de pouvoir faire du bon travail, c'est quand il y a des longues peines, voire des très longues peines. Oui, mais c'est pareil pour tous les personnels. Quand tu as un détenu qui arrive, qui n'a pas de logement... qui n'a pas de pièce d'identité et qui est incarcéré 3 mois, pour les CPIP, c'est la course aussi. Donc, je veux dire, pour n'importe qui intervient en prison, le temps de l'incarcération, dans les projets qu'on va mettre en place, compte beaucoup. Et autant, moi, je ne demande pas forcément ce que les gens ont fait. Enfin, je ne demande pas d'ailleurs. S'ils m'en parlent, j'écoute, mais je ne demande pas ce qu'ils ont fait. Par contre, je leur demande combien de temps ils vont être là. Et après, moi, je râle, mais... Je ne remets jamais en question la décision d'un juge. Si le juge a pris cette décision, c'est qu'il a des éléments qui font qu'il va incarcérer la personne 3 mois. Maintenant, je pense qu'il y a quand même... On est censé... ce serait bien qu'on ait une réflexion collective sur ça. Quelles sont les mesures alternatives qui pourraient être mises en place? Je trouve ça intéressant que tu dis ça parce que j'ai l'impression que ça renvoie au fait que pour vraiment... réfléchir au sens de l'école en prison, il faut réfléchir au sens de la peine. Pour réfléchir au sens de la peine, il faut réfléchir au sens du fonctionnement carcéral, plus généralement dans notre société, dans le système de justice dans notre société. Et là, ça devient des débats très compliqués. Parce que d'un point de vue pragmatique, quelqu'un qui est incarcéré 4-5 mois, il va être vu une fois au quartier arrivant par mois, une fois au quartier arrivant par le SPIP, et puis peut-être une 2e fois par le SPIP. On peut rien mettre en place. Ce que je trouve difficile dans ce métier, c'est que, vu qu'on n'a pas des réponses sur le sens de la peine, le sens même du fonctionnement du système carcéral, on doit gérer avec cette question-là irrésolue, ce sens-là qu'on ne sait pas définir, et un sens qu'au quotidien, au jour le jour, il faut quand même donner, dans le métier, sinon on n'arrive pas à avancer. C'est pas facile, cet équilibre-là. Non. Et puis après, je suis pas pour dire il faut faire que des peines longues, mais c'est pareil, je souhaite pas aux gens d'être incarcérés 5 ans non plus. C'est pas ce que je souhaite, mais... Et puis il y a aussi des combats contre les très longues peines qui disent qu'elles servent à rien, qu'à détruire les gens. Oui, le sens, au bout de 25 ans... C'est quoi la durée de la bonne peine? Ça serait difficile à dire. Mais voilà, mais c'est pour ça que moi je remets pas en cause non plus les décisions judiciaires. Maintenant, c'est pareil.
Ce qui pourrait améliorer, oui, après, on peut toujours dire il faut plus de moyens, mais c'est toujours la même chose. On peut faire passer une super formation très qualifiante, un super examen à quelqu'un ici. Très bien. Dehors, il sort, il a un logement, bon, peut-être qu'il en a un. Il a éventuellement, ou elle a un mari ou une femme, ils ont 3 gamins, ouais, mais derrière, s'il y a des dettes, s'il y a un logement à payer et que la personne ne trouve pas du boulot, etc., ou si, je sais pas, moi, il est en conflit avec sa famille et que du coup, il recommet... il faut aussi gérer ce qui se passe à la sortie. Et c'est pas ici... c'est pas le pôle scolaire et c'est pas... c'est un élément de réinsertion, la scolarité ici, pour X raisons. C'est un élément déjà de vie en détention qui est très important, au même titre que le sport, les activités culturelles, le travail. Et il y en a qui veulent vraiment venir à l'école pour apprendre, pour se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent réussir. Il y en a aussi qui veulent se dire, moi, j'ai un gamin de 5 ans, dans quelques années, je vais pouvoir l'aider quand il sera en primaire, etc. Parce qu'elle nous a dit la même chose. Ouais. Donc ça, c'est important. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument pas dire que l'école en prison ne sert à rien. Au contraire. Mais par contre, ce qui est mis en place en prison, que ce soit par l'école ou par les autres trucs, est-ce que derrière, va y avoir le cadre pour que la personne puisse s'en servir ? L'école ne sert pas à rien, mais l'école n'est pas une solution magique. Bien sûr que non, mais il n'y a pas de solution magique. La solution magique, ce serait déjà de travailler sur les prémices de l'incarcération et de ne pas incarcérer. Mais ça, c'est un vœu pieux, mais... C'est quoi la langue de l'école en prison ? Celle de l'échange. Bien sûr, l'école en prison prépare à des diplômes, elle transmet des connaissances, mais elle essaie aussi de faire beaucoup plus, de maintenir un lien dans des moments de très forte solitude sociale ou individuelle, d'affirmer la possibilité de progresser, de tisser un échange. Merci à toutes les personnes qui ne renoncent pas à cet échange. Merci à Claire et Pascal, bien sûr, mais je voudrais dire aussi un mot de remerciement et d'hommage à Anne Rubin et Nathalie Béven, avec lesquelles j'ai travaillé au centre pénitentiaire de Rennes et qui m'ont beaucoup impressionnée par leur professionnalisme et leur humanité. Merci à Robin Duc, qui travaille avec des détenus qu'on appelle longue peine, très longue peine, jusqu'à la perpétuité, et qui va donner cours jusque dans le quartier disciplinaire. Il m'avait dit une fois, quand je pose ma chaise devant la grille, j'ai l'impression d'emmener l'école jusqu'aux dernières limites de là où elle peut aller. Pensez aussi pour Rachid Zerouki, qui a enseigné en prison auprès de mineurs dans des conditions très difficiles. Pensez à toutes et à tous les bénévoles du Génépi. Merci à elles, merci à eux, merci à vous de vous intéresser à ce sujet. C'est terminé pour ce deuxième volet de l'épisode de Parler comme jamais sur la prison. Si vous avez manqué le premier volet sur les interactions langagières en prison, n'hésitez pas à le rattraper. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième volet de l'épisode de Parler comme jamais sur la prison. J'espère que cet épisode un peu spécial mais très important pour moi vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail, par le site de Binge. Je vous rappelle que Parler comme jamais est un podcast de Binge Audio, réalisé avec le soutien des éditions Le Robert et avec la collaboration scientifique de Maria Candéa. Merci beaucoup à Dalitel El Madani pour tout ce qui est enregistrement, montage, réalisation. Merci à vous et à bientôt pour un nouvel épisode de Parler comme jamais.